Chers consoeurs, chers amis, chers confrères, c'est toujours un plaisir de vous revoir dans le cadre de cette formation continue. Et je tiens d'abord à remercier le laboratoire Cooper et les organisateurs de l'Officine Expo qui nous ont permis de nous réunir dans ces conditions difficiles qu'est le Covid-19. Comme Dr Karim Wali, nutritionniste de formation, micronutritionniste et enseignant universitaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très intéressant qu'est le microbiote. On verra surtout des cas comptoirs, comment conseiller les probiotiques, quand les indiquer, et puis on va aussi parler de l'avenir, de quelques applications cliniques qui pourront naître demain de ces grandes découvertes qui sont faites à partir du microbiote. Le plan qu'on va voir sera le suivant. On va faire une toute petite introduction où on va parler de la naissance du microbiote, des facteurs influençant son développement. Et puis, on va parler en haut et en large de la dysbiose et vous allez voir que quand la dysbiose s'installe, tous les problèmes, les maux de santé apparaissent. Quelques définitions, prébiotiques, probiotiques, symbiotiques et on va même parler d'une nouvelle notion qu'on appelle aujourd'hui postbiotique et qui a même des applications cliniques. Et puis, à travers une longue revue de littérature, on verra quelques applications cliniques des indications du traitement par des prébiotiques. De la diarrhée à l'éradication de l'Helicobacter pylori, à la dermatite atopique. On va même parler du syndrome de l'intestin irritable, des maladies inflammatoires intestinales, de l'obésité, de l'autisme. Et la liste elle est longue. Et puis bien entendu, contexte Covid oblige, on va parler du microbiote et de la lutte contre le Covid-19. Donc, le microbiote, ce nouveau pseudo qu'on dit de la flore intestinale, il faut comprendre que ces 2 dernières années, il y a eu une explosion de connaissances sur la flore intestinale. Et le microbiote, cette nouvelle appellation tendance, ne désigne que les bonnes bactéries qu'on a dans le côlon. Et bien entendu, c'est plus de 100 000 milliards 10 puissance 14 de bactéries. À vous dire qu'on a 10 fois plus de bactéries que de cellules qui constituent notre corps. Donc, finalement, qui vit dans l'autre? Qui est l'autre de l'autre? On peut dire qu'on est à 90% bactérien. Ces 10 puissance 14 bactéries qu'on a dans le côlon, on sait très bien que le côlon, c'est une grande superficie, c'est 160 mètres carrés de superficie qui est habitée par ces bactéries. Ils peuvent être sectionnés en plusieurs espèces. Et on reconnaît jusqu'à aujourd'hui 800 à 1000 espèces dont le tiers est commun à nous tous. Et les 2 tiers sont propres à chacun. Et donc, c'est une réelle empreinte digitale de notre corps. Comment on peut définir la naissance du microbiote? Bien entendu, dans l'utérus, le bébé est stérile. Et à la naissance, dès que le bébé ouvre sa bouche, il est plongé dans un univers de bactéries. Et c'est là que la colonisation de l'intestin va commencer. Germe vaginal, germe intestinal, cutané, de l'environnement. Et bien entendu, les premières bactéries qui s'installent, c'est les colibacilles. Et ensuite, c'est le streptocoque. Et puis, c'est les fameuses bifidobactéries. Et donc, à partir du 3e jour, cela dépend du mode d'alimentation. Bien entendu, le meilleur, et le plus indiqué, c'est l'alimentation au sein et c'est dominé par les bifidobactéries et les lactobacilles. Par contre, pour les bébés qui sont allaités artificiellement, ça contient plus de bactéroïdes, plus d'entérobactéries et de clostridies. Bien entendu, dès la fin du 2e mois, 80% de la flore est déjà en place et à la diversification alimentaire, il n'y a plus de différence. Ça se diversifie, ça se stabilise et on peut dire qu'à l'âge de 2 ans, un microbiote d'un enfant est proche de celui d'un adulte. Bien entendu, il y a plusieurs facteurs qui influencent son développement. Ce parcours est semé d'embûches. D'abord, le mode de césarienne est très important parce que la césarienne empêche la colonisation par la flore naturellement de la maman. Ensuite, le type d'alimentation
puisqu'après la naissance, un allaitement maternel ou du lait maternisé font toute la différence. Le colostrum, l'immunité maternelle qui passe à travers le nez font toute la différence. Et puis, en dernier lieu, une prise d'antibiothérapie, surtout à la maman, à l'accouchement ou à la petite enfance, à la naissance, peuvent fausser la colonisation du bébé. Et là, il faut faire vraiment attention parce que durant les 2 premières années de la vie ou durant les 3 premières années de la vie de l'enfant, tous les dés sont joués pour avoir une excellente flore intestinale. Les conséquences d'une antibiothérapie précoce sont terribles. Plusieurs études récentes ont démontré qu'une utilisation précoce d'antibiotiques peut donner des pathologies diverses, et notamment la maladie de Crohn, l'asthme, l'obésité, les allergies alimentaires, le diabète et même certaines tumeurs. Par exemple, on va parler d'obésité. L'administration d'une antibiothérapie précoce donne un IMC plus élevé à 2 ans. L'exposition aux antibiotiques avant 6 ans, à plusieurs reprises au cours de la petite enfance, donne une augmentation de la masse corporelle chez les enfants en bonne santé, d'où l'utilisation judicieuse d'antibiotiques chez les enfants à un spectre étroit. Et puis, plus de 3 cycles d'antibiotiques avant l'âge de 2 ans donnent un risque accru d'obésité dans la petite enfance, et plus le nombre de cycles d'antibiotiques est élevé, plus le risque est important. Et donc, vous avez vu le lien étroit entre l'obésité et la prise d'antibiotiques à l'âge précoce sans protéger la flore intestinale. Et donc, on va aller plus loin. Les allergies alimentaires, 3 cycles d'antibiotiques, bien sûr. Là, c'est une analyse qui a été faite sur plus de 30 000 enfants. Ça donne plus d'allergies au lait de vache et à d'autres aliments. Et puis, bien sûr, les associations sont plus fortes, plus l'âge est jeune de la prise d'antibiotiques et selon certaines classes d'antibiotiques. Et même dans les pathologies respiratoires, l'exposition aux antibiotiques pendant la première semaine de la vie est un facteur de risque de rhinite allergique et de pathologies respiratoires sifflantes. Et là, je suis en train de parler de bronchiolites qui peuvent par la suite donner des asthmes. Et on finit par l'exposition aux antibiotiques. C'est un risque accru d'asthme de 3 à 6 ans en présence ou en l'absence des infections des voies respiratoires inférieures. Et puis, l'effet indésirable des antibiotiques était plus fort chez les enfants dont il y a des antécédents familiaux d'asthme. Toujours dans ce contexte, même les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, il faut comprendre que les études ont prouvé que chaque cycle d'antibiothérapie augmenterait le risque d'une MIGI de 6%, environ de 4 à 8%. Et donc, l'utilisation d'antibiotiques a été fortement associée à la maladie de Crohn, mais il n'y a pas eu de lien de cause à effet pour la maladie d'RCH. Et au niveau des tumeurs malignes aussi, c'est pareil. La pénicilline augmenterait le risque de cancer de l'œsophage, l'estomac et le pancréas. La pénicilline, les céphalosporines et les macrolides ont un lien avec le cancer de poumon. La pénicilline toujours a un lien avec le cancer de prostate et les sulfamides ont un lien modéré avec le cancer de sein. Et pour le diabète, l'exposition de 2 à 5 cycles d'antibiotiques, et notamment les pénicillines, les céphalosporines, les macrolides et les quinolones, ils sont associés à un risque accru d'apparition de diabète type 2. Mais il n'y a aucune corrélation avec le diabète type 1 qui est généralement auto-immun. Et donc, toutes les indications que je viens de dire, toutes les pathologies qui sont dues à une antibiothérapie précoce, voilà toute la bibliographie qui est notée dans cette slide. Vous pouvez les consulter à tête reposée. Et ma conclusion au niveau de cette première partie de présentation, c'est qu'aujourd'hui, il est criminel de donner un antibiotique à un enfant de moins de 3 ans sans donner une protection de la flore intestinale, sans protéger son intestin. On viendra tout à l'heure pour expliquer comment il faut faire pour cette protection. Et donc, les conséquences de l'antibiothérapie est grave chez les enfants avant 3 ans. Pourquoi? Parce que tout simplement leur flore n'est pas encore mature
Plusieurs facteurs sont rentrés en considération. On parle du mode d'accouchement, du mode d'allaitement et de la prise ou non d'antibiotiques au jeune âge. Pareil au niveau de la dermatite atopique. Plusieurs études récentes ont montré que dans les gens qui ont des risques de dermatite atopique, ils ont une flore moins riche en bifidobactéries. Et même chez les personnes âgées, le déclin des bifidobactéries, qui sont les bonnes bactéries de la flore, entraînerait une baisse de l'immunité et une moindre résistance aux infections. Donc, parlons maintenant de la dysbiose. Qu'est-ce qu'une dysbiose? C'est quand notre microbiote est en péril. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent favoriser la dysbiose. Parmi les éléments, c'est le stress, une alimentation déséquilibrée, une prise d'antibiotiques ou d'anti-inflammatoires, et on vient d'énumérer toutes les pathologies qui peuvent être traînées à la prise d'antibiotiques au jeune âge, le mode d'accouchement, surtout la période périnatale, le mode d'alimentation, et puis il y a même certains chercheurs qui parlent de la vaccination. Quand le microbiote est en péril, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi une dysbiose? C'est une prolifération de mauvaises bactéries, d'une série de bactéries particulières. Ces bactéries qui sont néfastes, qui ne sont pas les bonnes bactéries, ils libèrent en fin de vie ce qu'on appelle les lipopolysaccharides. Ces lipopolysaccharides me créent une hyperperméabilité. Et cette hyperperméabilité font que ces liposaccharides passent dans l'organisme. Une fois reconnus par notre système immunitaire, les macrophages, comme un agent infectieux, ça va donner un processus d'alerte et une inflammation chronique sur la durée. C'est pour ça qu'on peut vraiment dire « dis-moi comment est ta flore, je te dirai quels sont les risques sur ta santé ». Et quand la dysbiose s'installe, gare à l'overdose. Dysbiose égale perturbation de la santé. Ça peut passer par les troubles fonctionnels intestinaux et notamment le syndrome irritable de l'intestin, la colopathie, les ballonnements, les douleurs abdominales, les gastro-entérites ou les diarrhées post-antibiothérapie, les allergies ou les dermatites atopiques chez les jeunes enfants, les maladies inflammatoires de l'intestin comme la maladie de Crohn. On a bien vu que la maladie de RCH n'avait pas d'impact sur la flore. Et puis les fibromyalgies, les syndromes de fatigue chronique, l'obésité, le diabète et j'en passe. Donc, on va voir quelques notions importantes pour comprendre tout ça. Qu'est-ce qu'un prébiotique? Qu'est-ce qu'un probiotique? Donc, un pré ou un probiotique, en définition, ce sont des micronutriments capables de moduler le microbiote de manière bénéfique. Un prébiotique, généralement, ce sont des fibres, plus souvent fructanes non digestibles, qui stimulent au niveau du côlon l'activité de bactéries et qui améliorent la fonction du microbiote. Les prébiotiques, c'est la nourriture aux probiotiques. Et puis, on les trouve dans les fruits, dans les légumes, les bananes, les asperges, l'ail, l'oignon, les salsifis cuits. Et on les trouve aussi dans la pomme de terre cuite puis refroidie. Par contre, les probiotiques, ce sont les bactéries vivantes qui permettent de restaurer les propriétés de la flore intestinale, empêchant la prolifération de germes indésirables. On peut les trouver dans le lait fermenté, dans le kéfir ou sous la forme de compléments alimentaires particulièrement efficaces car plus concentrés. Qu'est-ce qu'un symbiotique? C'est un produit qui contient à la fois des probiotiques et des prébiotiques. Et un postbiotique, et ça c'est une notion nouvelle, ce sont des facteurs solubles, c'est les produits des métabolites, soit sécrétés par la bactérie vivante ou soit libérés après la lyse de la bactérie. Et donc comme vous pouvez voir, cette colonie de bonnes bactéries, elle est bénéfique pour le corps, pour l'être humain, et même quand elle meurt, et même ces sécrétions, on retrouve aujourd'hui des applications thérapeutiques. Donc, parmi les premières applications cliniques qu'on va voir, c'est le traitement de la diarrhée aiguë. Et aujourd'hui, les études sont très claires. Vous allez toujours trouver la bibliographie en bas de la diapositive à chaque référence que je fais à une étude. Et donc, ils ont démontré que plusieurs choses de probiotiques réduisent la sévérité
et la durée de la maladie diarrhéique aiguë chez l'enfant. Plusieurs méta-analyses d'essais cliniques contrôlés et publiés montrent l'innocuité et l'efficacité des probiotiques. Et surtout dans les gastro-entériques, qu'ils soient virales ou bactériennes ou parasitaires. Le deuxième cas, c'est les diarrhées associées aux antibiotiques et l'administration de certaines souches comme le Saccharomyces boulardii ou le Lactobacillus rhamnosus réduit l'incidence et la sévérité des diarrhées associées aux antibiotiques. Les études sont claires et ils datent quand même de longtemps. Il y a une réduction de la durée moyenne des diarrhées par rapport au groupe témoin d'environ 30 heures, une diminution du nombre de selles diarrhéiques d'1,5 dès la deuxième journée du traitement et de 1,3 troisième journée par rapport au groupe témoin, et puis une diminution du risque de diarrhée persistante 3 jours ou plus par rapport au groupe témoin. Et Dieu sait que c'est important, surtout quand on a des nourrissons ou des enfants au bas âge où la déshydratation est un réel problème qui se pose vu la faiblesse du poids. Ici, c'est une étude qui parle des diarrhées post-antibiothérapie chez l'enfant. Et bien entendu, l'utilisation de certaines souches comme le Saccharomyces boulardii ou bien le Lactobacillus rhamnosus indique qu'une diminution réelle de développer des diarrhées post-antibiothéraphiques. Et donc, ils sont potentiellement aussi efficaces dans le traitement des diarrhées associées aux clostridies difficiles qu'on trouve chez l'adulte et chez l'enfant. Et donc, l'avantage, c'est une facilité d'administration, c'est une compléance, meilleure compléance au traitement d'antibiotiques. Comme autre application clinique d'utilisation de ces bonnes bactéries, c'est l'éradication de l'Helicobacter pylori. Plusieurs souches, dont le lactobacille et les bifidobactéries, ont démontré qu'il y a une réduction des effets secondaires dus aux thérapies d'antibiotiques, souvent qui ont beaucoup d'effets secondaires, surtout digestifs, vu leur agressivité pour l'éradication de cette bactérie. Et puis, ça améliore aussi la compliance du traitement par le patient. Il y a une étude qui a été faite de 14 essais randomisés, très récente, qui a montré qu'un traitement antibiotique anti-Helicobacter pylori plus probiotique donnait un meilleur taux d'éradication. Et puis, par exemple, l'ajout de Saccharomyces boulardii à la thérapie d'éradication d'Helicobacter pylori donne une optimisation des taux d'éradication et une réduction des effets secondaires. Il y a une bactérie spéciale qui s'appelle le Lactobacillus reuteri. Et qu'est-ce qu'elle fait? Il y a une technique qui s'appelle pylopasse. Elle forme un agrégat dans l'estomac qui est ensuite excrété à travers le système digestif pour éliminer de l'organisme l'Helicobacter pylori. Les études, ils ont démontré, c'est tout récent, il y a une diminution de la charge bactérienne de l'Helicobacter pylori, une éradication qui va de 10 à 50% selon les sujets. Et puis, grâce à ce Lactobacillus reuteri, il y a un renforcement de l'efficacité de la ou de la quadrithérapie en fonction de ce qu'on utilise pour l'éradication. Les applications cliniques concernant l'allergie, on va parler surtout de dermatite atopique. On l'a expliqué chez les familles à risque surtout et surtout lors de la prise d'antibiotiques chez la maman durant la grossesse ou bien chez les enfants en bas âge. Il y a eu quelques études contrôlées qui ont démontré qu'il y a certaines souches qui sont efficaces dans le traitement de la dermatite atopique. Et donc, cette étude, chez une population à risque de développer une dermatite atopique, qu'une supplémentation des mères enceintes de lactobacilles pendant 4 à 6 semaines avant l'accouchement et puis une supplémentation de 6 mois des mères qui allaitent. Bien entendu, de la même souche, des bébés qui sont nourris au lait maternisé. Et donc, les résultats sont probants. C'est une diminution du risque de développer la dermatite atopique de moitié jusqu'à 2 ans et
ces 6 mois de traitement, le risque il est diminué de moitié, ça peut persister jusqu'à 4 ans. Donc on a vu un risque relatif 0,51 et risque relatif 0,57. Et maintenant, on va parler un tout petit peu des maladies inflammatoires intestinales. Et donc, les applications cliniques sont un peu décevantes concernant la maladie de Crohn. On sait que l'utilisation d'antibiotiques chez les enfants avant l'âge de 3 ans est corrélée à l'apparition de la maladie de Crohn, mais malheureusement, les probiotiques n'ont pas donné de satisfaction dans le traitement de cette maladie. Par contre, dans les colites ulcératives, dans la RCH, il y a certaines souches de probiotiques, et notamment les Escherichia coli nicelle, peut se révéler équivalent au traitement à la mésalazine pour maintenir la rémission d'une colite ulcérative. Et après, on va parler de quelque chose d'essentiel, d'une pathologie mal comprise qui atteint plusieurs personnes dans notre entourage, dans notre consultation. Et bien entendu, que ce soit dans la pharmacie ou dans notre cabinet, dans nos cabinets, on voit énormément ces cas. Et malheureusement, devant ces patients, on a une panoplie de traitements symptomatiques, un traitement de gaz, les antispasmodiques, qui ne font que calmer les symptômes et qui ne font pas un traitement de fond de cette pathologie et qui est étroitement liée à la dysbiose. C'est une pathologie mal comprise. Plusieurs facteurs sont intriqués. On peut avoir des facteurs psychosociaux, on peut avoir des facteurs nutritionnels, une malbouffe, une mauvaise alimentation. Bien sûr, c'est une inflammation qui reste entretenue. C'est une hyperperméabilité intestinale et on l'a vu parce que c'est des mauvaises bactéries qui peuvent nous donner une inflammation. Les lipopolysaccharides qui sont en train de passer, qui vont alimenter cette inflammation qui va devenir chronique. Et puis, il y a même une hypersensibilité viscérale qui peut nous donner d'autres symptômes au-delà des symptômes digestifs. Et aujourd'hui, l'argument de poids qui permet de lier le microbiote au syndrome de l'intestin irritable, c'est cette population microbienne qui est 3 fois plus en cas de syndrome irritable du côlon. Et bien entendu, après arrêt des IPP, on peut faire un test respiratoire au glucose et on peut parfaitement noter dans le graphe de droite, vous allez voir un sujet normal, la ligne qui est en bas, par rapport à un sujet qui a une population de mauvaises bactéries. En rouge au niveau jejunal et bien entendu en bleu au niveau iléal. Et donc, c'est ça qui donne les problèmes digestifs. C'est cette population microbienne qui me crée des grands problèmes de gaz. Comment ça se passe? Eh bien, vous vous rappelez, on a parlé d'un composant hypersensibilité viscérale. Et c'est ce qui dit que cette pathologie qui a plusieurs symptômes peut être associée à des fibromyalgies grâce à cette notion, cette composante hypersensibilité viscérale. Elle peut être accompagnée d'un syndrome de fatigue chronique, dans 51% des cas, des dysparonémies, des vessies irritables, parce qu'il y a une distension colique. Et il ne faut pas oublier d'où elle vient cette distension colique. Eh bien, elle vient tout simplement des mauvaises bactéries qui nous rendent plutôt intolérants au sucre. Et ce sont ces sucres-là qui se changent en méthane et qui donnent cette distension colique. D'où le point de vue régime alimentaire est essentiel dans le traitement du syndrome d'intestin irritable. Et je vous invite, parce que c'est un régime qui est très large, c'est ce qu'on appelle le régime FODMAP. Pourquoi? Parce que ce sont ces hydrates de carbone qui sont mal tolérés en cas de syndrome de l'intestin irritable. Et c'est l'alimentation qu'il faut enlever. Ce sont les FODMAP qu'il faut enlever. Et bien entendu, en élevant les hydrates de carbone, eh ben, on aura moins de ballonnement, moins de douleurs abdominales et moins de troubles de transit. Il y a deuxième arme pour traiter ça. Dans les cas graves, on peut avoir recours à une antibiothérapie de large spectre, on appelle ça la rifaximin. Elle est faiblement absorbée, donc il y a peu de résistance qui naissent grâce à ça. Et on peut donner 14 jours de traitement et l'effet persiste jusqu'à 18 semaines chez les tiers du patient. Le but, c'est quoi?
c'est éliminer les mauvaises bactéries pour laisser la place aux bonnes bactéries de recoloniser le côlon. Et puis, ce qui est important, c'est cette partie-là du traitement. Ce sont les pro et les prébiotiques au secours de notre flore. Plusieurs études ont démontré qu'il y a un gain significatif thérapeutique par rapport au placebo, qu'il y a moins de ballonnements intestinaux et de flatulences, qu'il y a moins de douleurs et qu'il y a un soulagement global. Et bien entendu, de toutes ces souches, il y en a une qui se démarque par rapport aux autres, c'est le Bifidobacterium infantis qui a démontré une efficacité supérieure. Comme on peut le voir dans ces deux études, on voit très bien que c'est un placebo versus Lactobacillus infantis. Et on voit très bien, il est bien sûr dose dépendante, et on voit très bien en bleu par rapport au placebo qu'il y a une amélioration nette des symptômes. Et bien sûr, la symptomatologie globale est améliorée quand on voit dans le graphe de droite en bleu par rapport au placebo. Comme le syndrome irritable du côlon donne une hyperperméabilité, et puis cette hyperperméabilité, elle trouve beaucoup d'applications cliniques dans l'obésité. Et donc, flore intestinale et obésité sont intimement liées. On sait que la nature est écologique, nos cellules se nourrissent de tous les nutriments qui n'ont pas été digérés dans la première partie de notre intestin. Sucres non digestibles contenus dans les fibres, on parle d'acides gras à chaîne courte, et parmi ces acides gras à chaîne courte, on a les brûates, très importantes parce qu'elles sont consommées à 80% par les cellules de la muqueuse digestive. Elles sont très peu caloriques et elles permettent la multiplication de cellules à effet hormonal dans la muqueuse, puisque notre intestin est un deuxième cerveau. Et il a aussi une fonction hormonale de sécrétion d'hormones. Et donc, qu'est-ce qui va me sécréter? Il va me sécréter les GLP-1, très importantes pour la satiété. Et les GLP-2, ce sont des molécules qui réparent les lésions de la muqueuse et qui luttent contre l'hyperperméabilité. Donc ça, c'est quand on a les bonnes fibres. Par contre, quand on a les mauvaises fibres, comme les acétates et les propionates, c'est le contraire. Ça favorise plutôt la prise de poids et l'inflammation. Et donc, deux facteurs interviennent dans la fabrication soit des brûates ou soit des acétates ou des propionates. Soit la nature des fibres qu'on mange. Si on prend des prébiotiques, des bonnes fibres, on a plutôt des brûates. Et c'est bon pour la santé. On les trouve où? Le pissenlit, les topinambours, les oignons, la bardane, les quinacées, on les a vus dans la première partie du cours. Et puis il y a même certains amidons dits résistants, comme la pomme de terre bouillie et refroidie, qui contiennent ces fibres de prébiotiques. Et donc, la composition de la flore, deuxième élément. Et les bifidobactéries sont essentielles. Et donc aujourd'hui, on peut parfaitement dire, en fonction de la composition de ma flore et en fonction des prébiotiques que je prends, je peux plus ou moins profiter de l'apport calorique de mon alimentation. Deux mêmes personnes peuvent s'asseoir, manger le même plat. Il y en a une qui grossit et l'autre non, en fonction de ma flore intestinale et des bonnes bactéries que j'ai dans ma flore intestinale. Pour aller plus loin que ça, on a même, il y a une bactérie qu'on a trouvée chez les gens qui sont minces, qu'on appelle Artemisia mucinifila. Et donc, c'est une bactérie qui dégrade les mucines. C'est un micro-organisme qui joue un rôle très important dans la santé métabolique. Et l'Artemisia mucifila est inversement corrélée au poids et régule le dialogue entre l'hôte et le microbiote. Et donc, elle réduit le développement de la masse grasse, la résistance à l'insuline et la dyslipidémie. L'exemple, il est très simple à côté. En prenant une souris axénique, ça veut dire qui est modifiée génétiquement pour ne pas avoir de microbes dans son intestin, en lui faisant une greffe de flore d'un sujet obèse. Et en prenant une souris axénique, une greffe de flore d'un sujet mince. En les soumettant au même régime alimentaire, on va remarquer que la souris qui a été greffée de l'intestin d'une personne obèse a pris du poids, elle est devenue obèse. Contrairement à la souris qui a été greffée par la flore d'une personne
mince. Et on va inverser la situation et on va remarquer qu'en inversant la situation, la souris grosse mincit et la souris mince grossit. Et donc, le lien, c'est ça, c'est cette Erkemensia municiphi-là qu'on trouve en abondance chez les sujets minces et en manque chez les personnes obèses. Microbiote et autisme, une indication assez intéressante qui présage d'un avenir, parce que bon, aujourd'hui on ne peut pas traiter avec ça, vous allez comprendre pourquoi. Le traitement, il comprend quoi? Vous avez vu le schéma thérapeutique en haut et à droite de la diapositive. C'est une préparation digestive où on fait un traitement antibiotique fort avec de l'antibiothérapie pour tuer toutes les bactéries du côlon de l'autiste. Puis une transplantation fécale à forte dose et puis une transplantation fécale d'entretien à faible dose. Et le résultat est extraordinaire puisqu'on voit une amélioration des symptômes digestifs et du comportement de chez les enfants et cette amélioration persiste jusqu'à 8 semaines après l'arrêt du traitement. Pareil, au niveau des troubles d'hyperactivité chez les enfants, il y a une étude qui a été faite sur 51 enfants de 6 à 10 ans versus 32 témoins. Et on a remarqué qu'il n'y avait pas de différence de diversité bactérienne. Mais par contre, on a trouvé une différence au niveau du genre chez les enfants qui avaient ces troubles-là. Et notamment, on a vu chez eux, par rapport aux témoins, qu'il y a une diminution de certains genres comme les Faecalibacterium, comme les Lachnoclostridium et les Dialystères. Et bien entendu, l'abondance de Faecalibacterium est corrélée négativement à la sévérité de ce trouble et à l'index d'hyperactivité. On ne va pas dire aujourd'hui qu'on va commencer à traiter l'hyperactivité et l'autisme par des prébiotiques, mais ça nous dit quelque chose d'essentiel qui va revenir à la première chose que j'ai commencé à présenter, c'est-à-dire la prise d'antibiotiques chez les enfants et les nourrissons, surtout avant 3 ans. Donc il faut être très très prudent quand je fais une prescription d'un antibiotique chez un nourrisson. Un antibiotique, ça sauve la vie quand il y a une infection, mais je dois absolument choisir l'antibiotique adapté en niveau de spectre, mais surtout l'accompagner d'une prise de levure de Saccharomyces boulardii pour préserver ma flore intestinale et par la suite donner une cure de symbiotiques, c'est-à-dire probiotiques et prébiotiques pour essayer de rétablir ce qui a été détruit par la prise d'antibactéries. Bien sûr, dans la prise en charge de l'hyperactivité, de ces troubles-là, il faut cibler dans l'alimentation l'abondance des Faecalibacterium. Et ça, c'est toujours trouvé dans une alimentation méditerranéenne par rapport à l'alimentation occidentale parce que cette alimentation méditerranéenne réduit d'une manière significative l'inflammation intestinale qui contribue à la diminution de Faecalibacterium. Prébiotiques et stress, les applications cliniques n'en finissent pas. C'est une étude qui a été publiée dans le Behavioral Neuroscience où on prend 2 groupes de rats. Chez l'un, on va donner un régime riche en prébiotiques et chez l'autre, on va donner juste une alimentation classique. Et on va soumettre ces 2 groupes de rats à des événements stressants et on va noter les conséquences délétères sur le microbiote intestinal. Et contrairement au second groupe, le premier groupe qui a une alimentation riche en prébiotiques, ils ont montré moins de perturbations du microbiote dû au stress. Et donc, une alimentation riche en prébiotiques permet à notre microbiote de mieux gérer les conséquences du stress. Et puis, dans la maladie de Parkinson, elle pourrait provenir de l'intestin. Et là, il y a une présence de ce qu'on appelle une alpha-synucléine. C'est quoi ça? C'est un agrégat de protéines caractéristiques de la maladie de Parkinson au niveau du cerveau. Et puis, dans l'intestin, on a trouvé cet agrégat-là. Et donc, il y a plusieurs étiologies, il y a plusieurs suppositions qui disent que, par exemple, c'est le nerf vague qui a transporté cet agrégat à l'intestin. Et aujourd'hui, une transplantation à des souris du microbiote fécal de patients atteints de maladie de Parkinson
donne un déficit moteur et une neuroinflammation qui est similaire à celle qu'on a chez les personnes atteintes de maladie de Parkinson. Et puis, pour finir, j'aimerais bien parler du microbiote du Covid-19. Et d'ailleurs, vous le savez tous, en fin de présentation, je vais vous mettre mon adresse mail. Pour tous ceux qui désirent avoir ma présentation, vous allez le trouver chez l'organisme qui organise ce séminaire. Et puis aussi, vous pouvez m'écrire directement sur ma boîte mail pour répondre à d'autres questions qui ne m'ont pas été adressées à travers cette vidéo. J'ai écrit un très bel article sur le Covid-19 et le microbiote, que je peux vous envoyer d'ailleurs, et puis que je vais résumer en 2-3 positifs. Quel est le constat aujourd'hui à travers les différentes études cliniques qui ont été faites chez les patients qui sont hospitalisés en réanimation et dont les cas sont graves? Déjà, les désordres intestinaux touchent près de la moitié des malades atteints de Covid-19. Combien de cas positifs on a dû diagnostiquer au cabinet qui viennent que pour se plaindre de troubles digestifs, Et la gravité de ces troubles intestinaux est proportionnelle à l'état général, à l'altération de l'état général. C'est-à-dire plus le patient a un état général détérioré par l'atteinte de Covid-19, plus la gravité des troubles digestifs est là. Et aujourd'hui, étude à l'appui, je vous montrerai la bibliographie tout à l'heure, la découverte de l'ARN viral dans les selles des malades. C'est pour ça que dans certains pays, on a même interdit l'utilisation de l'eau du robinet parce qu'on a su que les selles des malades contenaient de l'ARN viral du Covid-19. Chez les patients les plus atteints, surtout ceux qui sont décédés dans la réanimation, il y a un déclin significatif des bifidobactéries et des lactobacilles. Vous vous rappelez, les 2 souches essentielles qui font notre flore. Et puis, et ça c'est très important, c'est qu'on a découvert la présence d'une bactérie du genre Prevotella et cette bactérie, elle renferme de l'ADN du virus Covid-19. Déjà, il faut comprendre que cette bactérie-là, elle a déjà été connue avant l'apparition de cette pandémie pour provoquer des symptômes respiratoires. C'est-à-dire que les gens qui faisaient des infections respiratoires, qui décompensaient avant, ont trouvé chez eux cette bactérie dans l'intestin. Et cette bactérie-là, aujourd'hui, on sait qu'elle est réservoir du Covid-19. Donc c'est important de mentionner ça parce que c'est une infection virale mais qui est bactériophage, c'est-à-dire qui va coloniser des bactéries au niveau de notre flore intestinale. Donc, le rôle du microbiote dans tout ça, il faut savoir que le microbiote, il favorise les mécanismes de défense dans les poumons. Dans la médecine énergétique chinoise, ils ont toujours renforcé le tube digestif, ils ont toujours renforcé la flore pour traiter les infections bronchopulmonaires. Et puis, le microbiote aide contre l'immunosuppression. Et c'est l'immunosuppression qui favorise la surinfection bactérienne. Et donc, les probiotiques sont plus qu'utiles dans la prise en charge du Covid-19. C'est un soutien micronutritionnel de l'intestin qu'il faut. C'est une administration d'un symbiotique qu'il faut, c'est-à-dire rétablir l'équilibre et prévenir le risque d'infection secondaire. Et donc, quand je parle de dysbiose, je parle d'un pronostic sévère du Covid-19, c'est-à-dire que quand j'ai le Covid-19 et quand j'ai une dysbiose, c'est un facteur de mauvais pronostic chez ces patients-là. Surtout chez qui il faut supplémenter, il y a 2 populations à risque. Les personnes obèses, on sait qu'ils ont une dysbiose et qu'ils ont une hyperperméabilité. Et puis, les patients souffrant d'une maladie inflammatoire chronique d'intestin en second lieu. Donc là, on peut comprendre pourquoi le traitement il marche, parce qu'on sait aujourd'hui, on a parlé de Prevotella, et on sait que la Prevotella, elle est très sensible à l'azithromycine. Et donc, bien entendu, en traitant tôt avec de l'azithromycine, on va réduire la charge du Prevotella qui est réservoir du Covid-19 et par la suite, on va permettre à ma flore de mieux résister et d'augmenter mon immunité digestive qui par conséquent améliore la défense de mes poumons.
Et en conclusion, on va se tourner à l'avenir pour vous parler en conclusion de cette nouvelle notion. Voilà, ça c'est la bibliographie sur cet article du microbiote du Covid-19 que je suis prêt à partager avec vous. Et donc pour finir, je vais vous parler d'avenir, de cette nouvelle notion qu'est le postbiotique. Alors aujourd'hui, on a parlé de probiotique, c'est cette bactérie qui colonise le côlon. On a parlé de prébiotique, c'est sa nourriture. Et le postbiotique, c'est quoi? C'est un produit de dégradation de cette bactérie. Soit la bactérie qui va sécréter de son vivant, ou soit ce qu'elle va éliminer comme déchet une fois qu'elle est morte. Et aujourd'hui, on a découvert un nouveau mécanisme via induction de la production des Escherichia coli d'un polysaccharide qui est sécrété, qu'on l'appelle acide cholanique. Et donc, c'est la notion de postbiotique et via une régulation de la dynamique mitochondriale à la réponse de lymphoprotéine. Et donc, on a démontré que le microbiote a un impact sur la longévité. Ça ne veut pas dire que si ces postbiotiques-là vont nous permettre de devenir immortels, non, loin de là, mais ça veut dire qu'il y a un grand potentiel pour favoriser le vieillissement en bonne santé. Et donc aujourd'hui, la santé, c'est des petites actions qu'on fait chaque jour pour demain. Et le microbiote, c'est quelque chose qui se travaille dès la naissance et c'est quelque chose qu'on continue à travailler, à entretenir durant toute notre vie, qui passe bien entendu par un accouchement par voie normale, par un allaitement maternel, par un accompagnement quand il faut que je prenne des antibiotiques, il faut que ça soit mesuré par un accompagnement d'un traitement approprié pour protéger ma flore intestinale, mais surtout en ayant une bonne hygiène de vie. Il faut bien dormir, il faut éviter de stresser, il faut avoir une alimentation riche en micronutriments qui sont, par chance, les moins caloriques et pauvres en fast-food, en junk food, qui sont riches en calories, mais très très pauvres en micronutriments. Je vous remercie de votre attention et puis on remercie les laboratoires Cooper qui nous ont permis d'avoir cette présentation. Chers amis, chers confrères, je reviens à nouveau pouvoir. Vu le contexte Covid et cette situation assez spéciale, on a des questions qui ont été postées auxquelles on va essayer de répondre et puis on va essayer d'être en direct en ligne au moment de la diffusion de la conférence pour essayer de répondre à davantage de questions. Je sais que vous êtes toujours curieux, vous voulez toujours apprendre et donner le meilleur à vos patients en termes de conseils, surtout en officine et au comptoir. Donc, on parle souvent de mécanismes d'action des probiotiques, des prébiotiques sur la régulation de l'immunité. Et on l'a très bien vu, on sait qu'aujourd'hui, la flore, ce n'est pas juste la digestion, c'est un deuxième cerveau. Et dans le cas Covid-19, on a très bien compris comment ça agissait. On a compris qu'un bon état de l'intestin favorisait une meilleure défense des poumons, par exemple. Et donc, c'est très très important. C'est-à-dire, ne pas être en dysbiose veut dire avoir une bonne immunité, surtout au niveau pulmonaire. Et là, on le comprend très très bien en voyant que la majorité des patients qui sont en réanimation et dont les cas sont compliqués ont une dysbiose au niveau de l'intestin. Donc, une autre question qui revient souvent, c'est quel dosage, quel produit choisir, quelle durée de traitement donc, pour les prébiotiques, puis quel est le probiotique idéal en quantité, en souche. Ça, c'est des questions qui reviennent très très souvent. Donc, moi, je vous demande toujours de lire attentivement ce qu'il y a dans les boîtes et puis d'harceler les délégués, de vous apporter les preuves qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bien entendu que la qualité du probiotique, elle est essentielle pour la réussite thérapeutique. D'abord en termes de quantité, parce que quand on a 10 milliards, ce n'est pas quand on en a 2. Et puis surtout la qualité, parce qu'on peut avoir 20 milliards, mais si ce n'est pas bien conditionné, ils vont mourir parce que c'est des bactéries vivantes. Donc posez ces questions aux délégués qui vous apportent des preuves, par exemple de la source dans laquelle on a pris nos bactéries pour fabriquer le probiotique. Parce qu'il y a des laboratoires leaders, il y a des certifications. Donc la source où cette bactérie a été prise. Le type de bactérie qu'il y a dedans. Vous avez vu qu'il y a une bactérie pour chaque pathologie.
Et donc, regardez d'abord la souche de la bactérie, les études qui ont été faites, preuve à l'appui pour dire que cette bactérie est spécifiquement bien pour traiter telle ou telle bactérie, la quantité de bactéries qu'il y a dans le probiotique, et puis finalement la capacité du laboratoire à assurer que le maximum de bactéries restent vivants dans cette gélule ou dans ce sachet. Donc le conditionnement des probiotiques. Et ensuite, est-ce qu'il y a un symbiotique ou pas? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a la malbouffe, c'est très intéressant d'avoir les deux. C'est-à-dire avoir un symbiotique qui contient et des probiotiques et des prébiotiques. La durée du traitement, ça dépend de la pathologie. Bien entendu, quand on a un syndrome irritable du côlon, c'est un traitement au long cours. Ça prend 15 jours de malbouffe pour détruire une flore ou bien une prise d'antibiotiques ou d'anti-inflammatoires et ça prend de 3 à 6 mois pour rétablir une flore. Il faut être patient. Ça se prend le matin à jeun ou le soir avant le coucher et puis il faut insister chez vos patients que vous faites un traitement de fond qui rentre dans le cadre d'une hygiène alimentaire et de vie globale. Bien entendu, moi j'aimerais attirer l'attention sur un point essentiel en conseil. Il ne faut pas oublier que c'est des bactéries. Et donc, quand je traite par un antibiotique, je préfère donner une levure qui n'est pas tuée par les bactéries. Et une fois que par exemple le Saccharomyces boulardii, et qui reste abordable en termes de prix. Mais une fois que je termine mon traitement antibiotique, c'est là que je bascule vers des probiotiques ou un symbiotique pour essayer de réparer les dégâts, les dommages qui ont été causés par l'antibiothérapie. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc, d'abord donner une levure qui résiste au traitement antibiotique, ensuite donner une cure de probiotiques au long cours pour rétablir les dégâts qui ont été faits par l'antibiothérapie. Donc voilà, parmi les questions qui reviennent très souvent. Donc, et puis finalement, on m'a posé la question sur la prise de probiotiques dans le cas du Covid-19. Oui, il est essentiel. Moi, je l'ai expliqué à travers l'article que j'ai écrit. Il y a une corrélation intense entre la dysbiose et l'immunité pulmonaire. C'est très intéressant d'accompagner le traitement déjà pour mieux supporter le traitement digestivement. Puis ensuite, donner d'abord une levure, ensuite donner des probiotiques pour renforcer la flore, pour réparer les dégâts et pour renforcer l'immunité. Et moi, je le dis sur long terme, entre 1 et 3 mois au minimum. Et merci de votre attention.